ce mois-ci, on a vu que tout le monde est dans la course. Et bon, Apple avait un retard, et puis on verra si la livraison va vraiment se faire avec iOS 18. Moi, tu vois, en revanche, ce qui m'a ennuyé, c'est la réaction de l'Union européenne qui a dit qu'on était très fiers. Ils étaient très fiers que Apple ne sorte pas tout de suite ses fonctionnalités IA, tu vois. On peut pas être fier de ça. C'était une manière de dire on impose nos règles, etc. Ouais, mais bon. Monde numérique, le grand débrief. Bienvenue dans le grand débrief de Monde numérique. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom et cybersécurité spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts, de la donnée et de la connectivité. Et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées dans une dizaine de villes. FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B comme ils l'ont fait dans le grand public, avec un credo, simplicité et innovation. Alors pour en savoir plus, rendez-vous sur le site freepro.com. Merci à FreePro de soutenir Monde Numérique. Bienvenue dans le grand débrief. Chaque mois, le dernier jour du mois, on débriefe l'actu tech des semaines écoulées sur Monde Numérique avec des personnalités majeures du journalisme tech. Et tout d'abord, François Sorel. Salut François, tu es là ? Oui, c'est vrai que je suis depuis peu majeur, tu as raison. Bonjour Jérôme, ça va ? François Sorel, RMC BFM, Tech & Co. Oui, ça va très bien, merci d'être là. Et également avec nous depuis Montréal, c'est mon camarade Bruno Guglielminetti. Coucou Bruno. Écoute, je veux dire que la différence géographique, elle n'est pas vraiment visible aujourd'hui. Hein. Bon, on se fait un petit check. Allez. Alors attends, parce que là, il faut expliquer ce qui est en train de se passer, parce qu'effectivement, c'est un épisode un peu spécial de Monde Numérique. Oui, puisque voilà, le grand débrief, c'est en audio, bien entendu, en podcast, comme tous les épisodes, mais c'est aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans le métaverse, puisque nous sommes sur... on a décidé de faire ça en avatar, en 3D, dans Horizon Workrooms, le système de méta avec les casques de réalité virtuelle. Hein. Donc si vous nous regardez en vidéo, vous nous voyez avec nos très jolis petits avatars. On va se décrire dans un instant. Juste avant, donc ça va les gars, vous êtes prêts à supporter vos casques là, pendant les 6 heures qui viennent? Je pensais que le métavers était mort, mais non, hein, il est encore vivant. On lui fait encore, j'ai l'impression. S'il est mort, on est rendu dans un autre monde. Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est pas bien. Bon, on va parler cette semaine de tout ce qui s'est passé au mois de juin. Et il y a encore eu plein de trucs, notamment en intelligence artificielle, bien sûr, puisque juin, c'était le mois de la keynote Apple, le mois de la Google I.O., et puis il y a eu des annonces aussi d'OpenAI et d'Anthropic, bref, de l'IA comme s'il en pleuvait, et puis peut-être d'autres sujets que des choses qui vous ont marqué, dont vous aimeriez parler cette semaine, je sais pas, les dernières frasques d'Elon Musk par exemple, hein, parce que sinon une émission tech sans parler d'Elon Musk, c'est pas tout à fait ça. Et puis on verra, peut-être qu'on parlera aussi un peu d'élections, hein, c'est un peu la période, et même d'élections en ligne, pourquoi pas. Ouais. Si ça vous va, on y va, les amis. Eh ben, écoute, c'est parti. Allez. Donc, est-ce que c'est pas magique, cette situation dans laquelle on est, là? Bah, tu sais quoi? En plus, c'est rigolo, parce qu'il y a un mois, on était en chair et en os tous les trois. C'est vrai? Je sais pas si vous vous souvenez. À Vivatech. Ouais, tout à fait. On avait un petit studio. C'était très cool, et je trouve que on retrouve quand même une espèce de similitude, c'est-à-dire que, et pourtant Bruno, t'es à plusieurs milliers de kilomètres, bon Jérôme, t'es pas très loin, mais malgré tout t'es pas là, et on a l'impression d'être là, et franchement, hein, avec une proximité assez incroyable. Oui. Alors le son est peut-être pas exactement le même que d'habitude, mais encore que, je pense qu'il est pas mauvais du tout, et c'est vrai qu'il y a une espèce de, pour nous en tout cas au moment où on se parle, il y a une espèce de chaleur même, hein, il y a un son qui est cosy, on a l'impression d'être dans une pièce confortable avec de la moquette, c'est étonnant, hein. Ouais, puis moi ce que j'aime, c'est que quand je trouve vos propos un peu longuets, je regarde dehors.
Et j'ai l'impression de me retrouver dans les Rocheuses canadiennes. Oui, c'est vrai. Ouais. Quand tu commences à t'emmerder, tu peux regarder. Moi, j'étais en train de regarder les livres de Mark Zuckerberg parce que j'imagine qu'on est dans sa bibliothèque là. Ben oui. Ouais. Hein, je pense. Dans sa propriété dans les Rocheuses canadiennes. Dans sa propriété. Au début, je pensais que c'était la tienne, Bruno, mais après, on m'a dit que non. Non. Non, parce que moi, j'ai refait la déco, ça ressemble plus du tout à ça. Ah, ça ressemble plus à ça. Alors, Et donc, non, c'est très beau. je pense qu'il faut qu'on décrive un petit peu. Alors, Oui. peut-être pas l'endroit où on est. Ben voilà, si vous nous regardez en vidéo, vous le voyez tout comme nous. Mais la configuration, en fait, et aussi pour les gens qui nous écoutent sans l'image. Donc, on est chacun avec un masque de réalité virtuelle. Donc, Bruno et moi, on a le Quest 2. François, qui est un privilégié, a le Quest 3. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et ça se passe plutôt pas mal, même si la mise en route a quand même été un peu laborieuse. Ça fait 3 jours qu'on planche pour arriver. Oui, c'est vrai que pour les inscriptions, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais après, bon, là, ça marche. Et moi, pour vous décrire mon environnement de travail, donc j'ai Bruno à ma gauche, j'ai Jérôme à ma droite. Je suis assis sur mon canapé, mais en fait, le bureau s'est mis au niveau en fait de mon assise. J'ai t'as un magnifique costume de cosmonaute aussi. Oui, alors ça, je me suis fait plaisir. Juste pour ça. Non, mais bientôt, il y a Ariane qui décolle, et je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on fasse un effort et qu'on rende hommage à toute l'ingénierie d'Ariane Espace. Mais le truc, c'est que là, je suis avec mon PC, et l'écran de mon PC qui est reproduit donc. Qui flotte dans les airs avec une qualité incroyable. Ce qui fait que je peux, et je pense que c'est ça aussi l'intérêt de ce workroom, c'est qu'on peut bosser finalement dans de bonnes conditions parce que ça projette l'écran de votre PC, de votre Mac et tout. Il suffit d'installer un petit plugin sur votre machine, se connecter avec le même login et puis après c'est parti. Et encore plus toi que nous, je pense, puisque comme toi tu as un casque plus récent, tu as ce qu'on appelle le pass-through, c'est-à-dire le pass-through en couleur, qui est en couleur alors que nous on est en noir et blanc. Oui. Hein, c'est le fait de pouvoir à travers, en fait, de voir une partie du monde réel. Exactement. Et tu dois avoir une meilleure définition, effectivement, de l'écran et tout. Mais c'est quand même pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que je regarde et tous les deux, moi, je projette pas mon écran là, sur la plage de travail ici, et je vois que tous les deux, virtuellement, je vois que vous avez vos écrans. Je peux pas voir le contenu de vos écrans. Tu vois pas le contenu. Je vois que les écrans sont là. C'est ça? Ouais, exactement. Ouais. C'est assez impressionnant. Ouais. Et puis il y a une image de plus, puisque ce que les gens qui nous regardent ne peuvent pas voir en revanche, c'est que moi je suis en double dans cette histoire-là et j'apparais dans un écran vidéo, donc en vidéo. Et en fait, c'est mon double virtuel qui est en train de filmer la réunion. C'est l'inverse de ça. En termes de télé, on appelle ça la régie. Voilà, c'est un peu la régie. Ouais. Parce que on avait déjà fait cette expérience, François, il y a quelques années. C'est vrai. On avait fait un chez Jérôme et François qui était comme ça, ouais. C'était au tout début, en fait. Donc c'était vraiment au tout début. Mais la prise de vue était pas la même parce que en fait, et ça bougeait beaucoup plus. Donc là, c'est un autre système, c'est une caméra tierce qui nous filme tous les trois en même temps. Mais et un dernier mot, puis après on passera à autre chose. Mais donc on a choisi d'être sur Workroom, qui est l'une des applications du Meta Horizon, mais qui a été un peu dégradée en fait. Par rapport à ce qu'on avait utilisé, moi, je dirais simplifié. Pas dégradé, simplifié. Ouais. Ils ont enlevé des trucs. Ils ont enlevé des fonctions. Notamment, derrière nous, pour les gens qui voient, mais en tout cas, derrière nous, il y a un mur qui est tout brun, mais auparavant, il y avait un grand tableau blanc. Voilà. Mais là, il fallait réussir à se lever, à se déplacer pour aller là, pour écrire dessus, ce que je n'ai jamais été capable de faire. C'est vrai que c'était compliqué. Donc, chaque fois que je retournais dans la salle de réunion, je voyais un mot que Jérôme avait laissé là-dessus. comme la vraie vie. Si on n'efface pas, ça reste là. Ouais. Et puis, mais je trouvais ça quand même embêtant. Alors là, il est disparu et tant mieux. Bon, on n'en a pas de besoin. Bon, mais enfin, c'est quand même un bel outil malgré tout. Ouais. Et mais on comprend où vont les dizaines de milliards que investit Mark Zuckerberg dans le métavers quand même. Ouais. Alors on comprend pas toutes les dizaines de milliards, mais quelques-unes quand même. Non, tu fais des choses bizarres avec tes mains, François. Écoute, je sais pas. Qu'est-ce qu'elles ont? Ah non, c'est parce qu'elles se tordent comme ça. Ah oui, de temps en temps, il y a toujours ce truc là. Oui, ça fait un peu bizarre. C'est un peu étrange. Et qu'est-ce que je voulais dire également sur cette histoire de Workroom, c'est que je ne sais plus. Je voulais ajouter quelque chose, mais ça m'a totalement échappé. Donc c'est pas très grave. Ça me reviendra peut-être. C'est parce que tu es dans le métavers, ton esprit c'est vagabonde. Exactement. Mon esprit. Et là, on aurait pu changer d'univers et avoir d'autres univers en fait. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est un peu ça que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même des limitations. Tu vois, on peut pas se lever, on n'a pas de jambes non plus. Bon. Et vous allez remarquer, de temps en temps, si vous voyez nos mains aller dans les airs près de notre visage,
c'est tout simplement parce qu'on est en train d'ajuster notre casque. Je nous vois aller, là, chacun de notre côté, puis il y a des réajustements parce qu'à un moment donné, ça commence à peser. Alors, oui, parce que c'est vrai que c'est le point noir de tous ces trucs-là. C'est que en fait, le masque, on le sent, on le sent sur son visage. Au bout d'un moment, en plus là, en ce moment à Paris, il fait très chaud. Ça n'arrange pas nos affaires, cette histoire-là. Mais voilà, c'est encore une limitation de tout ça. C'est que c'est pas. C'est une question de temps, parce que du moment où, puis il y a déjà les fabricants qui le font, mais du moment qu'on arrivera à une paire de lunettes qui va être qui va être capable d'embarquer de la puissance de calcul là-dessus, on va être dans une autre réalité, là. Ça va être vraiment agréable. Là. Alors, je sais ce que je voulais dire, ça m'est revenu tout d'un coup. Il y a aussi la contrainte qui est que ce sont vraiment que des avatars très enfantins, ce sont pas nos vrais visages. Et les gens qui nous regardent, ça peut être à la fois soit amusant, soit un peu frustrant peut-être. Donc moi, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Si vous regardez, voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'expérience, en fait. Tiens, puisque tu parlais d'avatar, moi au départ, je voulais prendre un avatar un peu rigolo, tu sais. Tu es bien là, tu me fais beaucoup rire. Un animal. Et en fait, tu te rends compte que j'ai pas trouvé ça. Non, il n'y en a pas. J'ai pas trouvé. En fait, tu es obligé de rester humain. Après, tu peux faire n'importe quelle morphologie, etc. Mais tu peux pas, par exemple, te transformer en poulpe, quoi. En dragon. Alors mais c'est pareil. Dans le cas de Jérôme, il s'est quand même transformé en Enrique Iglesias. Oui, c'est Enrique Iglesias. Qui est quand même quelque chose. C'est impressionnant. Alors, j'attends à un moment donné, il va probablement se lever et nous faire une chanson. Oui. Bon, écoute, quand on porte un béret comme le tien, Bruno, le plus difficile pour nous. Est-ce que tu as un magnifique béret qui n'est pas du tout québécois, qui serait plutôt français? Ah non, mais c'est un hommage aux législatives. Ouais. Ah oui. Législatives, on va en parler. Écoute, On en parle ou pas? Non, on en parlera tout à l'heure. Écoute, la politique, tu sais, en ce moment... Non, on va pas parler politique, c'est pas ça, mais régulièrement, quand il y a des élections, revient sur le tapis la question du vote à distance et du vote par Internet. Bon, on se garde ça pour la fin, peut-être si on a le temps, on en s'en dire un petit mot. Allez. Il y a eu plein de choses. Moi, j'ai noté toutes les dates. Le 10 juin, c'était la keynote Apple. Le 13, OpenAI qui présente GPT-4o. Le 14 juin, Google I.O., etc., etc. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça, les amis? Est-ce qu'on a encore fait un grand bond en avant en matière d'intelligence artificielle? Bruno, François? Moi, je veux bien évoquer juste un truc. C'est le 13 juin, tu parlais de la conf OpenAI qui était arrivée vraiment au bon moment, la veille de celle de Google I.O. Donc, imaginez quand même la fourberie de toute l'équipe OpenAI qui... En plus, elle n'était pas prévue, cette keynote. Enfin, c'était même pas une keynote, c'était une petite... C'était pas une keynote, ils ont balancé 3 vidéos, quoi. Voilà, 3 vidéos. Et puis, ils ont fait surtout la présentation de GPT-4o qui est vraiment, je trouve, excellent. Qui permet de faire des choses folles. Je ne sais pas si vous avez testé sur l'iPhone GPT-4o en voix. Il n'y a plus de latence. Vous avez vraiment l'impression de parler à quelqu'un. Attends, mais il n'est pas disponible encore, hein? Ah ben, écoute, oui, bien sûr qu'il est disponible. Non, en voix. GPT-4o? Oui. Ah oui, moi je l'ai testé sur iPhone. Mais il n'est pas disponible en français, tu rigoles? Non. Écoute, tu peux mettre le moteur GPT-4o pour les requêtes écrites. Mais la voix, c'est toujours GPT-4. Eh ben alors écoute, je sais pas, je pense qu'ils ont dû faire quelque chose malgré tout, parce que j'étais persuadé que j'étais passé à un étage supérieur. C'était d'une rapidité incroyable. Auparavant, il y avait une petite latence. Là, la discussion était hyper fluide. Et vraiment, franchement, j'avais été bluffé. Mais tu vois, tu m'apprends quelque chose. Non, moi, il n'est pas sorti. C'était GPT-4o qui était déjà activé sur iPhone. Mais après, il y a des questions de réseau qui jouent, qui font qu'il est plus ou moins rapide, etc. Mais GPT-4, et puis même, je pense que GPT-4 s'améliore. A été amélioré, le GPT-4 de janvier n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Mais en revanche, GPT-4o, alors je vais me faire un peu la pub, mais on le teste dans l'hebdo de ce samedi, de cette fin de semaine, dernier samedi de juin, avec une interview que j'ai faite de Romain Huette, qui est ingénieur chez OpenAI. Et donc, grosse interview où on passe en revue toutes les fonctionnalités. Il me fait une petite démo justement de GPT-4o en anglais, en français, le côté traduction, le côté réactivité. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Mais il n'est pas prêt parce qu'ils ont retardé même la livraison aux États-Unis. C'est retardé à l'automne. Donc mais en revanche, tu l'as sur le web, tu l'as à l'écrit. Oui, tu l'as à l'écrit. Tu as le moteur GPT-4o à l'écrit, mais tu n'as pas encore les fonctionnalités omnicanal, omnicanalité. Mais le 4o, tu l'as quand même sur le mobile, sauf que tu n'as pas la fonctionnalité de voix.
C'est tout. Ok. Voilà, c'est ça. T'as pas la voix. Enfin, tu peux utiliser l'accès vocal, comme je fais avec mon Jarvis depuis un moment, mais il n'y a pas le 4O vocal. Oui, voilà, c'est le Exactement. 4, C'est en ça. fait. Ouais. Ou le C'est le 3, 4. Exactement. ou le 3.5 si on ne paye pas. Mais En qui est gros, déjà c'est ça. impressionnant. Ouais. Ouais, Oui. c'est impressionnant. Donc oui, moi, ça m'a vraiment... Enfin, je trouvais que là, OpenAI déroule sa stratégie, elle est vraiment impressionnante. Et puis surtout, c'est vrai que ça a enlevé beaucoup de saveur à la keynote de Google I.O. le lendemain, quoi. Et oui, Tu vois, parce qu'ils bien ont sûr. coupé l'herbe sous le pied de Google. C'était quand même assez... à la fois malin et très dur, quoi, aussi, pour Google. Ouais. Mais bon. Bruno? Non, ben moi, je fais un clin d'œil aussi avec le keynote d'Apple. Ce que je trouve intéressant, c'était que ce mois-ci, on a vu que tout le monde est dans la course. Et bon, Apple avait un retard, et puis on verra si la livraison va vraiment se faire avec iOS 18. Déjà, on dit qu'il y a une partie... Ben, déjà en Europe, vous n'avez pas déjà en toutes les Europe, on a un problème. fonctionnalités d'iOS 18. On va en parler. Alors, j'ai hâte de voir dans les faits. On promet beaucoup de choses, on nous a montré beaucoup de choses. Maintenant, il faudra voir l'implémentation de tout ça dans l'année qui vient, si ce n'est pas dans les 2 prochaines années. Ouais, il va falloir que tu nous dises un petit peu quelles sont les fonctionnalités IA qui arrivent, parce que nous, on n'est pas prêt de les voir, hein, Jérôme. Hein, non, non, tu les auras avant nous, Bruno. Hein. Oui, tout à fait. Très vraisemblablement. Je vous attendrai ici pour vous les présenter. Ah bah très bien, ça c'est top. Parce qu'effectivement, et ça date de la fin du mois de juin, mais c'est donc Apple qui a annoncé que à cause du DMA, ils allaient retarder la livraison des fonctions liées à Apple Intelligence. Donc, en partie, Apple Intelligence, faut le rappeler, il est prévu que ça fasse un peu appel à ChatGPT, mais pas à 100%. C'est-à-dire que pour une bonne part, ce seront des LLM d'Apple. Enfin, et de l'IA embarqué sur le nouveaux appareils, parce que ça, c'est un peu probablement ce qui est choquant aussi, c'est que ça marque une coupure dans le parc informatique d'Apple. Va falloir avoir le nouveau iPhone pour être capable d'utiliser tous ces services-là. Et ça, je trouve ça dommage. Évidemment, commercialement, c'est intéressant pour Apple parce que là, on va repousser les ventes. Mais quand même, moi je pense à... Je crois qu'il y a le 15 Pro aussi il y a le 15 Pro, de l'année dernière qui va marcher. Mais c'est tout, là. Donc, tout ce qui est 14 Pro, Max et compagnie. Ouais, mais tu as raison, il y a un côté commercial, ça permet d'obliger à changer d'appareil, mais de relancer les ventes, il s'appuie sur une raison technique, qui est qu'il faut les tout derniers processeurs, et ça, on ne saura jamais... dans quelle mesure ils ont entièrement vrai ou seulement en partie. Peut-être qu'effectivement, avec des processeurs moins puissants, l'expérience serait dégradée ou ça les aurait obligés à développer les fonctions de manière un peu différente. Il n'y aurait pas eu toutes les fonctions. C'est un peu toujours la même histoire. C'est le côté triste de la tech, mais c'est la loi de Moore, hein, les amis. Ça, qui pour l'instant reste d'actualité. Ouais. Moi, j'ai trouvé que sur les annonces Google, alors il y a plein de choses intéressantes chez Google, mais je sais pas vous, mais on s'y perd, on est perdu, quoi. Entre Gemini, 14, enfin, je sais plus quoi, il y a 15 000 noms de fonctions. C'est-à-dire que ça devient très brouillon. T'as raison. Et c'est tellement marketé, avec les versions gratuites, les versions payantes, il y a trois modèles différents, etc. On s'y perd un peu, quoi. Ouais. Mais ça, c'est un peu le propre de Google. Hein. Évidemment, celui à qui on compare, c'est toujours Apple. Autant Apple est vraiment une école dans la façon de communiquer, tout est pesé, quoique la dernière édition n'était pas vraiment formidable, mais c'était pas la plus intéressante de toutes quand on regarde l'histoire des keynotes. Mais comparativement à Google, ils ont tellement des cours, ils ont des années de retard. Tu as l'impression que c'est une petite start-up qui est là à sa première présentation, tellement que c'est on va avoir telle fonction, telle fonction, telle fonction, telle fonction, telle fonction. C'est très, mais concentrez-vous sur quelque chose parce que les gens retiennent. Oui, mais c'est ça l'IA aussi. C'est des tas de petits bouts de fonctions un peu partout. Chez Samsung, c'était pareil. Les fonctions d'IA chez Samsung qui sont assez intéressantes d'ailleurs. Ça veut dire que tu peux faire des résumés à tel endroit, tu peux générer des mails plus facilement, mais c'est des petits bouts de choses à droite à gauche. C'est une espèce d'IA. Oui, tu vois, après, j'imagine qu'on va capillaire. On va parler de la keynote d'Apple, mais c'était beaucoup plus clair quand même chez Apple. Ouais, c'était plus clair. Il y a ce concept, aussi... Apple Intelligence, et puis il y a un storytelling. Tu vois, même dans la présentation, dans la présentation, il y a un vrai storytelling. Tu vois, Apple fait ça comme un petit film finalement ou un documentaire, et c'est vachement mieux fait
que Google, où Google, on avait l'impression que c'était des chercheurs, des universitaires qui étaient là devant, tu vois, et qui racontaient des trucs, quoi. Google, c'est une boîte d'ingénieurs, il y a des Ouais. gens formidables, c'est des gros cerveaux. Mais tu vois, ils n'arrivent pas à mettre ça manque de magie. Voilà, il n'y a pas de spectacle, quoi, tu vois. Ouais. Alors qu'OpenAI, eux, qui sont complètement décomplexés, ont fait un truc la veille qui était hyper cool et tu t'en prenais plein la figure, quoi. Mais c'était rien du tout, en fait. C'était 3 vidéos à l'arrache, OpenAI. C'est ça. C'est incroyable. Oui, mais après, quand tu es Google, tu peux pas faire n'importe quoi. Je veux dire, tu lèves le petit doigt, si c'est pas parfait, tout le monde va te tomber dessus. C'est pas comme une start-up qui a le droit à l'erreur. Ouais. Tu vois, c'est ça la limite. Et juste, alors pour revenir à Apple, donc tu l'évoquais, Bruno, donc apparemment à cause du DMA, mais enfin, est-ce que ça, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce qu'Apple joue à l'imbécile pour faire un bras de fer et quelque part prendre sa revanche contre l'Union européenne, ou bien c'est sincère quand ils disent qu'ils ne pourront pas développer tout de suite et offrir un certain nombre de fonctions en Europe à cause du DMA pour des questions de sécurité des données. Hein, c'est ça l'argument qui est avancé, c'est que c'est la sécurité des données. C'est du chantage, c'est de l'esbrouf ou c'est vrai? Moi, j'ai l'impression qu'ils reprennent, c'est à leur tour de prendre le contrôle de la partie, puis ils ont dit, bon, vous allez payer. Puis probablement qu'effectivement, il y a peut-être, dans tout le dossier de la sécurité des données, il y a peut-être quelque chose qui accroche à quelque part, mais quand même, quand on est rendu là, quand on a l'équipe de Apple, je suis sûr qu'ils pourraient le régler facilement. Sauf que eux, de leur façon, c'est le moment, c'est l'occasion de rappeler que c'est eux qui sont les propriétaires de cette technologie. Puis ils vont faire payer les Européens qui seront pas contents de leur gouvernement. Et question on retourne à table. Donc, vous nous avez fait chier. Là, c'est à notre tour de faire chier la population qui sera pas vraiment content de votre initiative d'encadrer tout ce qu'on est toujours en train de faire. Alors, à quelque part, c'est de bonne guerre, vu de ce côté-ci de l'Atlantique, mais du côté des utilisateurs, c'est quand même dommage. Et puis là, on n'en est plus à la première fois, là. Vous êtes rendu au deuxième ou troisième fois où ça vous empêche d'utiliser des outils que normalement vous aviez sur votre appareil iPhone. Pourquoi? Parce que Apple décide de dire, ça, on va le faire sauter de votre appareil parce que ça convient pas à vos lois. Alors ça avait commencé avec le Lightning. Le premier bras de fer, l'un des premiers, c'était avec la prise, avec le Lightning. Ouais. Bon, ça a été positif pour tout le monde, finalement. Parce que tout le monde en profite. Hein. On est passé en USB-C, absolument. c'est plutôt pas mal. Mais qu'est-ce qu'on pense, sinon, François, de l'histoire du DMA? Écoute, je suis partagé, parce que je comprends tout à fait ce que dit Bruno, mais je me dis, est-ce que c'est dans l'intérêt d'Apple aussi de dégrader un téléphone volontairement pour des centaines de millions de gens, avec le risque peut-être que ces gens-là aillent voir ailleurs aussi, tu vois, parce que l'IA, elle s'arrête pas chez Samsung, elle va pas s'arrêter chez les autres. Donc, je pense que ils le font aussi parce que ça doit poser des questions en termes de réglementation. Et ils n'ont pas dit qu'ils n'allaient pas le lancer, hein, d'ailleurs. Hein, il faut être précis. Ils ont dit que ça arriverait plus tard en Europe. Plus tard, c'est pareil. Et d'ailleurs, même durant la conférence de la WWDC, Apple l'a dit dès le départ. Les fonctionnalités IA seront d'abord déployées aux États-Unis et plus tard dans d'autres pays. Donc finalement, ils sont cohérents, tu veux dire, ils sont logiques avec eux-mêmes. Ils sont cohérents. Je pense que ces fonctionnalités arriveront. Ça me fait un peu penser à l'arrivée de Threads de Meta, qui avait été décalé de quelques mois. Hein, Bruno, on en parlait l'année dernière. Chez nous, on en avait. Tu avais pu tester d'ailleurs Threads avant nous, et puis Threads est arrivé 3 mois après. Voilà, c'est peut-être une question de 3 mois, et puis finalement 3 mois, bon, c'est pas bien grave. Ça vous permet d'avoir un produit plus fini, c'est tout. Peut-être, et puis aussi de travailler la langue aussi, tu vois, la traduction française. Donc, je pense pas que ce soit vraiment la réponse du berger à la bergère par rapport à la réglementation. Je pense que voilà, ils prennent leur temps, ils ont pas envie surtout de se faire encore taper sur les doigts. Moi, tu vois, en revanche, ce qui m'a ennuyé, c'est la réaction de l'Union européenne qui a dit qu'ils étaient très fiers. Ils étaient très fiers que Apple ne sorte pas tout de suite ses fonctionnalités IA, tu vois. On peut pas être fier de ça. On peut pas être fier de. Si, c'était une manière de dire, ils sont conscients, on impose nos règles, etc. Ouais, mais bon. C'est un bras de fer. De toute façon, c'est un bras de fer. Hein. Mais je trouve que là-dedans, ce sont les utilisateurs qui sont pris en otage. Et c'est pas bon.
C'est pas bon. Oui, mais alors je vais me faire, moi je suis le premier à râler contre ça, mais je vais aussi me faire l'avocat du coup de l'Union européenne et de la Commission européenne et de cette réglementation. L'argument, c'est toujours de dire, de toute façon, ils sont là pour protéger les citoyens européens aussi contre certains abus, etc. Même si dans un autre domaine, quand on voit aujourd'hui comment on est emmerdé avec les notifications de cookies sur tous les sites web du fait de la réglementation européenne, on se dit ok, c'est super, mais tu vois, on est protégé, mais à quel prix? On en débattait dans Tech & Co pas plus tard qu'hier, et on se disait pourquoi à ce moment-là ne pas laisser le choix à l'utilisateur européen. Finalement, s'il a envie de rentrer sous le joug de la réglementation DMA et ne pas avoir des fonctionnalités, ok, grand bien lui fasse, mais qu'on puisse aussi, d'une manière tout à fait légale, accepter des conditions d'utilisation qui ne sont pas en phase avec le DMA, mais qu'on assume et qu'on accepte et qui nous permettent d'avoir toutes les fonctionnalités qu'Apple développe mais ça, en temps et en heure, tu vois. Je ne sais pas si juridiquement ça tient la route de dire écoutez, vous savez quoi, on fait une loi, mais ceux qui veulent s'y soumettent et ceux qui veulent pas s'y soumettent pas. Parce que dans d'autres domaines, de jurisprudence pour le reste. Oui, je sais pas, mais en tous les cas, ça laisserait, si tu veux, ça donnerait un peu plus de liberté à l'utilisateur, quoi. Je trouve. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que la notion d'utilisateur et de protection et de sécurité et de liberté de l'utilisateur, elle est au centre en fait de tout ça. Elle est presque philosophique, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire de l'utilisateur? Il faut le prendre pour un petit enfant et lui préparer un petit nid douillet où il risque pas de se blesser, ou bien il faut le laisser un peu se frotter à la réalité. Ouais, c'est un vrai débat. C'est peut-être la question fondamentale, finalement. Est-ce que absolument. toute cette commission est là pour servir les Européens ou pour les emmerder, en gros? Elle est là pour les protéger. C'est une belle conclusion. C'est pas compliqué, c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, on peut le voir par ce prisme, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Bon, est-ce que vous avez vu qu'il y a une magnifique rivière derrière nous, là? Je change de sujet, mais regardez par là. Oui, elle est très belle. C'est vachement joli, cette petite rivière, là. Voilà. Bruno, elle est derrière toi, en fait. Elle est derrière toi, Bruno. Mais moi, je suis plus intéressé derrière toi, François, de temps en temps. Là, tu vois, présentement, il y a 3 petits papillons. Oui, alors moi, parfois, il y a des libellules aussi. Ah oui, j'en ai vu hier. Ouais. Et on entend des bruits d'oiseaux aussi, parfois aussi. Quand ça va bien, on est en pleine nature, c'est magnifique. Bruno, tu devrais te tourner un peu vers la caméra pour que le public te voit et puisse t'acclamer. Mais je pense qu'il manque rien. Voilà, ça c'est donc pour si vous nous regardez en vidéo, mais sinon vous avez également raison de nous écouter en audio, ce qui est quand même la base de la base du podcast. Donc voilà pour l'IA, Apple, Google, etc. On aurait pu dire un mot aussi des challengers qui sont pas inintéressants comme Anthropic qui se laisse pas abattre, qui vient de sortir la version 3.5 de son chatbot Claude et qui cartonne. Moi je voyais passer des retours notamment. Ah c'est fou, depuis 48 heures, là, je vois toutes les publications passer. Beaucoup de choses positives. Tout le monde appelle à annuler son abonnement à ChatGPT et de courir aller s'abonner à Claude 3.5. À Claude 3.5. Ouais. C'est bien. Il paraît qu'il est très bon en. C'est cool. Il est très bon en code, notamment en code informatique. Il serait même meilleur que ChatGPT. Mais ce qui est intéressant avec cette version-là, c'est que c'est la double fenêtre. C'est-à-dire que il y a la première fenêtre qui est là pour faire sa requête, mais une fois que la requête est lancée, il y a une fenêtre à la droite qui ouvre et qui permet de voir en temps réel j'allais dire l'ordinateur, l'intelligence artificielle travailler. Et à partir de cette fenêtre-là, on peut, nous, commencer à modifier des choses. Et c'est ça que c'est intéressant. Et donc, le rendu, et évidemment, si vous l'utilisez pour faire de la rédaction, vous allez voir le texte apparaître, mais vous pouvez l'éditer à même cette fenêtre-là. Si vous faites du code, là, vous pouvez carrément choisir une section du code en disant, ça fait quoi ça exactement? Ou, et si je mets telle donnée, je change telle donnée, qu'est-ce que ça fait? Et là, ça devient un outil collaboratif. On n'est plus simplement dans la génération de contenu, mais on peut dans la bonification, et ça, je trouve ça intéressant. Ah ouais, en effet. C'est une forme supplémentaire d'interaction avec l'outil, en fait. Et de là, l'IA collaboratif, tu sais, fallait y penser. J'ai testé Claude 3.5 sur mon téléphone, j'ai installé l'appli. Alors, quand tu payes pas, c'est assez limité. Tu as quelques requêtes pendant quelques heures. T'es limité, tu vois, tu as 3 ou 4 requêtes et puis après, tu es obligé d'attendre 5 ou 6 heures pour re-avoir 3 ou 4 requêtes. Donc, c'est vrai que si tu t'en sers souvent, tu es obligé de passer à la caisse. Mais j'ai essayé la reconnaissance. Oui. Mais tu vois, ChatGPT, c'était plus
généreux, en fait. Ouais. ChatGPT 3.5 est plus généreux dans son utilisation, tu vois. Et j'ai testé le mode multimodal avec la photo. Ouais. Et c'est dingue, Ah ouais. parce que c'est vrai que j'ai pas essayé ça, c'est bien. C'est assez pertinent, Ouais. bien sûr. Tu prends une photo, ça te décrit véritablement ce que ça voit, ça te donne un contexte. C'est assez impressionnant. Vraiment. C'est dingue. Oui, mais même avec des trucs abstraits, il te dit, je sais pas quoi, quelqu'un qui a l'air fatigué ou un truc Ah comme non, ça, ça, c'est ça? il est pas allé Non, jusque-là. il est pas allé jusque-là. Parce que ça, c'est ce que faisait le Rabbit. Hein, vous vous Ouais. souvenez, le petit gadget, il est capable de te dire, bah, c'est une personne allongée, enfin, peut-être pas fatiguée, mais je me souviens, j'avais fait le test, c'est quelqu'un qui est allongé, qui est en train de dormir ou de se reposer, Ah ouais, etc. d'accord. C'est rigolo, hein. Et c'est marrant parce que voilà, c'est une explosion quand même de tous ces outils. Il y en a même d'autres dont on parle pas beaucoup, mais il y a un truc français qui s'appelle Dust. Je crois que c'est français, je suis pas sûr. Est-ce que je dis une bêtise? Dust Je qui sais commence pas, à faire parler de lui aussi, qui est un peu plus confidentiel, mais qui paraît-il fait des merveilles. Voilà, il y a plein d'outils qui se mettent en place. Ouais, Bruno? Non, mais je veux dire, mais dans le domaine Parce que de tu l'IA, levais le par doigt exemple, là. ouais, ça, c'est mon habitude de Tech Oui. Co. C'est vrai que Bruno lève le doigt chaque fois qu'il veut de prendre la parole. Ouais, mais donc, non, c'est ça, tu parles de IA et des autres offres que ChatGPT et Claude 3.5. Moi, ce que j'ai vu passer ce mois-ci, et ça, j'ai hâte de voir parce que il va avoir des répercussions à long terme, c'est la RIA, donc l'industrie de la musique aux États-Unis, qui a décidé d'aller combattre les gens de Suno AI et de, je pense que c'est Udeo, qui sont deux intelligences artificielles génératives de musique. Ouais. Et là, ils ont dit, ben là, vous allez devoir régler des Les droits questions d'auteur. par rapport aux droits, exactement. Bien sûr. Et souvenez-vous que la RIA, c'est quand même ceux qui ont fait tomber Napster à l'époque. Ah Oui, ouais. oui, c'est Ouais, vrai. Et ouais, donc, c'est je vrai. me dis, oh, il y a quelque chose. S'il y a quelqu'un qui veut faire trembler les intelligences artificielles génératives, ben, c'est peut-être ces gens-là. Mais de toute façon, c'est sûr, on le voyait arriver gros comme une maison, que Ouais. les IA, elles se sont gavées avec des données qu'elles ont scrapées comme ça partout, qu'elles ont récupérées en fait sur Internet sans demander l'avis à personne. Et là, elles se font rattraper par la patrouille. Hein. Ah, tout à fait. Ben, tu as Et vu hein, la déclaration de la CTO de OpenAI qui disait, de toute façon, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qu'on a, on va remplacer des emplois qui, de toute façon, auraient pas dû exister. Et moi, quand j'avais entendu cette citation, je me suis dit, non, mais pour entraîner leur intelligence artificielle qui va faire ce boulot-là, ils ont pris le travail de qui exactement? ouais. Ben, de ceux qui étaient là précédemment et qui vont remplacer. Ah, j'étais brièvement offusqué en entendant la clip. C'était Ah ben c'est tellement un vraiment manque de l'IA vision. prend votre job. Là, c'est vraiment l'IA qui prend Oui, les oui, oui, emplois oui. des humains, quoi. Oui, Ouais. puis leur productivité. Alors, tu prends le patrimoine humain qui appartient à tout le monde, puis à leur auteur, évidemment, tu nourris ta bête, et là, tu te retournes en disant, ben, venez utiliser mon truc, 20 $ par mois, et puis eux, ben, on s'en fout. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas très délicat Non, pas tellement. et très maladroit, vraiment, Ouais. c'est clair. De le dire Mais en fait, publiquement, en tout cas, mais, c'est un- en fait, on se rend compte qu'OpenAI a une espèce de désinvolture technologique qui est assez forte, je trouve. C'est-à-dire Mais que ça, Ouais, tu mais vois, tu vois, autant Google et Apple mettent les formes, alors même s'ils y vont à leur vitesse, mais OpenAI est complètement décomplexé par rapport à tous ces problèmes, je mais trouve. c'est qu'ils sont déconnectés de la Ouais, réalité. bien sûr. Et ça, j'avais vu à l'époque quand j'ai fait mes 4 ans en relations publiques dans un gros cabinet canadien, je rencontrais de temps en temps des compagnies qui vivaient un peu comme sur leur planète en disant, non, mais attendez, là, ce que vous allez faire, ça a des répercussions ailleurs. Va falloir préparer le terrain puis voir comment vous allez faire ça. Mais OpenAI, tu as l'impression, ils participent à de toute façon, le grand patron Sam Altman donne des entrevues, dit ce qui lui passe par la tête, et puis après, il y a des répercussions pendant des mois de ce qu'il a dit. Et quand ils participent à des conférences, c'est la même chose. Ils sont vraiment centrés sur leurs besoins, puis après moi, le déluge. C'est ça. Et c'est ça. c'est là, c'est pour ça que ça crée toujours ce malaise par rapport aux propos Ouais, qui tiennent à juste l'extérieur. petit bémol, faut pas oublier que tous ces trucs-là, ça vient de la recherche aussi, et que c'est devenu très vite, peut-être trop vite, des produits commerciaux.
Et typiquement, Ouais. ChatGPT, qui a été lancé par Sam Altman dans Sans la le permission dos, du CA, sans la d'ailleurs, permission ouais. des autres, etc. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tant que c'est du domaine de la recherche, et en plus recherche en open source, à la limite, ils pensaient pas mal faire, et c'est vrai, on pouvait pas forcément leur reprocher. Mais très vite, ça s'est transformé en produit commercial, et là, effectivement, ça pose des Ah ouais. problèmes, quoi. À propos de gens qui font des trucs un peu sans se soucier des conséquences, notre ami Elon Musk au mois de juin, qu'est-ce que vous avez vu? Donc il y a, enfin bon, il n'est plus non plus au centre de l'actualité, mais enfin il y a des choses quand même intéressantes entre ces sorties. Alors moi, je suis fasciné par l'espèce de bras de fer avec Yann Lequin sur Ah Twitter, oui, hein. sur X. Enfin, c'est Ouais. Yann Lequin qui est allé un peu le chercher plusieurs fois. Qui à chaque tweet un peu sensible d'Elon Musk, Yann Lequin le ramasse au vol en lui expliquant que non, enfin le dernier que j'ai vu passer, c'était la société va mal, je sais pas quoi et tout. Et en gros, Yann Lequin lui explique que si ça va mal, c'est à cause de gens comme lui, quoi. Ouais. Tout ça avec évidemment ce sont des propos très policés, très. Mais ça, c'est amusant. Et sinon, non, au niveau des réalisations sur X, donc vous avez vu, il y a eu un truc, ils ont fait disparaître les likes Ouais. pour essayer de faire un peu baisser la pression, ou plutôt de permettre à des gens de liker des posts, de dire qu'ils appréciaient, sans qu'on sache qu'ils ont apprécié, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont fait harceler pour de bonnes ou de Tu mauvaises vois, raisons. cette Ouais. fonctionnalité-là, elle existait déjà pour les gens qui payaient l'abonnement, hein. Par exemple, moi, depuis le tout début, après avoir été certifié, maintenant qu'on est passé dans le mode payant, je paie toujours pour utiliser certaines fonctionnalités. Et à titre d'utilisateur payant, j'avais le droit de ne pas présenter mes likes là-dessus. Alors là, D'accord. dans le fond, ce Ah qu'ils bah ont moi, fait, ça m'avait échappé, ça, parce que moi, je suis utilisateur payant aussi. Ah non, puis moi, je regardais tout ce que tu likais, mais là, je peux pas. Non, ça y est, c'est fini. Ben oui, je Oui, sais. après, ils venaient me le reprocher. Quoi, t'as encore liké une chanson des Beatles? Ah tiens, bah j'ai oui. de l'écho tout d'un coup. Mais de l'autre côté, dans la nouveauté de ce mois-ci chez X, c'est cette nouvelle où je sais pas ce que ton avatar est en train de faire, Jérôme, mais je lèverai les mains quand même. Oui. Oui. Non, mais C'est pardon, beau. parce que alors moi, il faut que je cache mes mains, parce que si tu veux, avec la détection de mouvement, chaque fois que je fais Ouais. des gestes comme ça déclenche des trucs. Ouais, c'est un petit peu Euh, déplacé. Oui, bah, il faut que je Ouais, mette les ce mains sur sera la le table, moment où X je mets mes mains sur de ma la tête discussion. et Exactement, là, c'est déjà Enrique mieux. Iglesias voilà. Il est bout en parti, train, hein, on va dire. Ah ouais. Hands up. Vous voulez que je finisse l'émission comme ça? C'est ça. Ouais, Les mains c'est en vrai, l'air. tu fais vraiment Ecclésias, là. Ouais. Mais donc, Ouais, tu disais sur X. non, c'est ça. X, ils ont eu la nouvelle idée que seulement les comptes payants pourront faire du direct sur X. Alors là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça veut dire. Oui, Parce que de plus ça en c'est un peu plus. logique, non? Oui, mais X se positionnait de plus en plus comme étant une plateforme de contenu, de diffusion, et permettait à tout le monde de diffuser là-dessus. Là, maintenant, si les gens doivent avoir un compte payant, ça va pour toi et moi. Bon, on paie notre 20 par mois. Notre cotisation J'arrondis syndicale. là, notre cotisation mensuelle. Mais quand tu es une entreprise, là, on parle de milliers de dollars pour avoir accès à ça. Alors, est-ce que les gens vont cesser de diffuser? Ouais. Je ne sais pas. J'ai hâte de voir. Ouais. Bon, il y a ça. Sinon, vous avez vu que ça c'est pas le grand amour entre Linda Yaccarino et Elon Musk aussi. Je sais pas si vous avez suivi ça. Hein. Ouais, ça je. Ah ouais, non, ça j'ai pas du tout suivi. Bah écoute, oui, on en a parlé aussi dans Tech & Co hier. Visiblement, alors ils étaient bras dessus, bras dessous au Cannes Lions, tu sais, qui est un peu le festival de Cannes de la pub. Oui, ils essayent il y a quelques jours de rassurer les annonceurs. Voilà, alors ça c'est on va dire la façade, mais il paraît que dans l'arrière-boutique, ça va pas aussi bien que ça. Et Linda Yaccarino, voilà, certains disent qu'elle attend le bon moment pour se barrer, en fait, et ne plus être la directrice, la CEO de Twitter. On peut la comprendre hein, sur ce coup-là. Je comprends. Franchement, voilà. Ouais. Alors, et en plus, Elon Musk, visiblement, lui reprocherait de ne pas avoir remis à flot Twitter en termes de pub. Oui, il avait tout cassé, il attendait qu'elle répare et elle n'a pas réussi à réparer, quoi. Voilà, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas, tu vois, c'est pas. Elle n'est pas magicienne. C'est pas Madame Irma, quoi. Elle peut pas faire revenir des annonceurs qui n'ont pas envie de revenir, tu vois. Non, puis surtout avec Apple les propos. n'annonce plus hein, sur. Puis le problème, c'est qu'Elon Musk n'a pas changé. Il garde le même comportement autodestructif de la plateforme, puis il demande à l'autre d'essayer de construire en même temps. Ben oui, mais arrête de te frapper sur le marteau. Exactement. Côté, exactement. Bon, bref, il est toujours aussi
petit arrêt, mais il fait quand même des trucs de fou. Il a encore lancé des fusées qui ont réussi à revenir sur Terre. C'était incroyable. Ouais. Et puis, il a ses robots Optimus. Mine de rien, ça avance apparemment, ces Optimus. Et alors, le dernier truc, c'est qu'il propose, alors ça aussi, ça n'a pas plu à tout le monde, il dit que ce sera des super babysitters bientôt, qu'on pourra en avoir à la maison, puisque pour $20 000, est-ce que vous laisseriez vos enfants gardés par un robot? Waouh. Moi, j'aurais peur de Bon, on voir a ce des qu'ils enfants arriveraient à grands, mais faire. bon. Oh. Ouais, Surtout non, j'aurais peur. fabriqué par Elon Musk, moi, tu vois. Surtout Non, fabriqué par Elon Musk. Tu te dis, non, mais il va y arriver. Il va y arriver, comme il est arrivé pour Tesla, pour l'espace, pour le Starlink, etc. Il va y arriver. Ouais, puis même Neuralink, il a réussi à Et bien implanter là, ça. même Neuralink. Ouais. Hein. Alors, tout n'est pas... Évidemment, il y a des gars collatéraux à chaque fois. Ouais. Mais Optimus, tu vois, que tu plugues à une IA générative, ça peut être vraiment un truc sympa, tu vois. Mais ouais. Oui, un peu flippant sans doute, mais génial aussi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais en même temps, on a tellement hâte et en même temps tellement la trouille que ça arrive. Ok. Bon, les amis, écoutez, on arrive à la fin de ce grand débrief. Donc, c'est diffusé, cette émission normalement est diffusée le 30 juin, le dernier jour du mois de juin. Ok. François, est-ce que tu as voté? Oui, j'ai voté par procuration. Parce que, évidemment, je ne suis pas sur Paris. Bruno, t'as voté? Ah ben non, tu votes pas, t'es pas français. Non, moi, je vote pas. Mais je m'amuse à regarder. Il y a une grosse campagne, hein, parce que la diaspora française à Montréal, elle est énorme. Ah ouais. Je pense que c'est. Alors, comment ils font, les Français de Montréal? Ils votent à distance ou ils font des procurations? Ils ont des pôles de vote dans des endroits spécifiques. Là, donc là, à Montréal, c'est le consul, ou sinon, ils peuvent aller à l'ambassade à Ottawa. Ça, c'est du vote classique, avec des urnes, etc. Exactement. Mais et là, aussi... tu vois les fils. C'est immense, là. C'est des milliers de personnes à la queue leu qui vont voter. Ah ouais. Mais ils sont motivés, les Français, là. Oui. Ils sont très, très motivés. Il y a vraiment une campagne à Montréal. Les différents partis sont là. Puis je les croise avec leur pancarte, avec leur petite brochure qu'ils donnent. Ouais, c'est vrai que là, les enjeux électoraux sont dingues. Hein, donc, c'est vrai que... cette élection, elle a plus de poids symbolique et médiatique qu'une élection présidentielle. Mais je crois qu'il y a une explosion en fait des votes par procuration. Des votes par procuration, ce qui n'a jamais été le cas en fait. Hein. Tout à fait. Donc on verra. Espérons que ce soit tout ça de bon augure. On verra. Non, mais tout à fait. Et puis l'idée, c'est pas du tout de parler politique ici, mais c'est sur le. Je reviens sur le système du vote. Bruno, tu décris un vote classique des Français de l'étranger, mais les Français de l'étranger peuvent aussi voter par Internet. Et ça, c'est quand même génial. Mais semble-t-il qu'il y a eu de la difficulté. Hein. Moi, il y a eu un peu de... ils se sont jetés dessus. Ils n'ont pas tenu le coup, non. Il y a eu un truc comme ça, je crois. Apparemment, bien sûr, enfin, dès que ça a ouvert, apparemment, il y a eu des embouteillages. Mais je crois que ça s'est assez vite résorbé. Et la preuve que ça fonctionne, cette histoire-là, quoi. Pourquoi je parle de... Ouais, vas-y. Non, je veux dire, et sûrement que c'est présentement la cible de certaines opérations de groupes qui veulent, je pense, puis des groupes extérieurs à la France, là. C'est possible. Qui veulent essayer de mettre le bâton dans les roues, là. Tout à fait. Oui, mais t'as raison de le préciser, parce que ça, on l'oublie, mais c'est en ce moment, on fait l'objet d'attaques tous azimuts. Ouais. Avec les JO qui arrivent, là, ça va être encore pire. Exactement. Ah non, c'est vraiment la cible parfaite. Ouais. Hein, d'ailleurs, je vous invite à écouter sur Monde Numérique l'interview de... Ah, ça y est, j'ai encore de l'écho, là. Donc voilà, c'est parce que j'ai fait des gestes inopinés. L'interview de Bernard Benamou, qui est un spécialiste de ces sujets-là, qui parle des opérations de désinformation menées, avant c'était que la Russie, maintenant c'est aussi la Chine, c'est d'autres pays, la Corée du Nord, et qui disait que pour $400, tu peux t'acheter un truc qui s'appelle CounterCloud, qui peut lancer une campagne de désinformation via les réseaux sociaux à l'échelle d'un pays entier. Wow. Et foutre le bazar dans la perception de la réalité avec des fake news, des bots qui vont faire monter la mayonnaise sur les réseaux, qui vont exciter tout le monde, qui vont exciter c'est ça aussi qui contribue à polariser le débat, à polariser la politique, à ce que chacun se radicalise dans son coin, parce qu'on a tout le temps sous les yeux des choses qui nous énervent, qui sont choquantes, donc la colère monte et ça contribue à faire monter la pression. Et c'est vrai que là, il y en a un qui doit se frotter les mains en ce moment, c'est
c'est notamment Poutine qui doit regarder ça de vrai. Mais pour revenir juste au vote électronique, moi c'est un peu mon dada. Hein. Chaque fois qu'il y a une élection, je remets ça sur le tapis. Je me fais en général d'ailleurs taper sur les doigts quand j'en parle sur les réseaux sociaux, parce que on m'explique. Moi je dis il faut passer au vote électronique. On est quand même à une ère numérique, etc. Et on me rétorque, on m'explique toujours par A plus B. Il y a plein de très bonnes raisons pour lesquelles ça se fait pas. Effectivement, il y a la peur du piratage, mais c'est pas seulement celle-là. Il y a aussi des peurs. Il y a un truc. Je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons. On en parlait avec François tout à l'heure. D'ailleurs, on en parlait dans le métro. Voilà. C'était pas dans le métavers, c'était dans le métro. Mais il y a des raisons qui disent oui, ça va nuire à la solennité du vote, etc. Bon, ça, moi, je trouve que c'est pas un bon argument. Ouais, après, il y a des bonnes raisons qui sont que il est difficile, voire impossible, mathématiquement, on va dire, de garantir la confidentialité du vote et la sécurité du vote. C'est-à-dire prouver que c'est bien toi qui as voté, que c'est pas un vote manipulé, et en même temps qu'on sache pas du tout ce que tu as voté. Ça, c'est vrai que c'est pas facile. Mais parce que si on veut, on peut pas reproduire dans le virtuel ce qui existe dans le monde réel, voilà. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas, à mon avis, peut-être d'autres façons un peu de voir les choses, et pour arriver à mettre un petit peu de vote par Internet dans. Mais quand je t'écoute, quand j'entends les arguments des gens qui s'opposent à ça, je voudrais juste leur rappeler que le vote en personne et pas aussi dénué d'arnaque. Des morts qui votent, moi, ça fait longtemps que on a vu ça dans des élections, des gens qui vont voter 2 fois, des gens qui vont aller voter dans d'autres circonscriptions. C'est pas blanc et noir, là. Tout à fait. Il y a un autre argument aussi qui est souvent avancé, c'est de dire que le principe du vote, c'est la transparence. Effectivement, c'est dans des urnes transparentes et au moment du dépouillement, n'importe quel citoyen peut aller dans le bureau de vote pour surveiller, pour compter avec les autres. Et ça, le numérique ne le permet pas. Ok, mais il y a, à mon avis, d'autres manières de. Je sais pas, on parle beaucoup de blockchain, etc. Ouais, alors ça, exactement. Non, mais apparemment, la blockchain ne pourrait pas faire grand-chose à ce niveau-là, visiblement. Mais en revanche, les logiciels en open source, ça permet de les auditer plus facilement, de savoir ce que fait le code, de surveiller les mouvements au moment des votes, etc., etc. Voilà, c'était ma petite sortie annuelle en faveur du vote par Internet. On verra c'est si bien entendu. Pour la présidentielle de 2027, ça a changé. Ouais, bah, ça faisait partie, ça avait été évoqué par différents candidats, et puis, mais ça va prendre du temps parce que l'enjeu, le bénéfice n'est pas énorme puisque visiblement ça ne réduit pas l'abstention. Donc ce serait juste presque un truc de confort. Et comme ça demande de l'argent et des trucs, bah en gros ils ont d'autres chats à fouetter, quoi. C'est aussi pour ça que ça ne se fait pas en réalité. Merci messieurs d'avoir joué le jeu ce mois-ci encore et d'avoir participé à cette magnifique émission dans le métaverse. Moi, ça m'intéresserait beaucoup, surtout que vous, auditeurs, et vous, spectateurs sur YouTube, me disiez ce que vous pensez de... Voilà, est-ce que c'est plus sympa que de faire ça en visio bêtement, ou pas, ou pareil, ou voilà. Dites-nous. Je pense que... Et puis vous deux, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas, moi je pense que c'est sympa, mais... Dans notre configuration qu'on a aujourd'hui, on voit quand même la limite, c'est-à-dire que c'est sympa quelques minutes, mais je pense que pour un podcast, en tout cas pour une émission, je vois pas trop l'intérêt de nous regarder en fait. Sauf si par exemple il y avait des illustrations, tu vois, on rajoutait de l'infographie, des choses comme ça. Mais là, dans ce contexte, c'est sympa quelques minutes, mais après bon finalement, enfin voilà quoi. C'est pas faux, je suis d'accord. Ouais. Et toi, Bruno ? Pour les gens qui sont assis aussi, à un moment donné, ça devient lourd. Pas au niveau de l'éditorial, mais physiquement. Le casque, c'est un peu lourd. Hein. Ça fait 1 heure qu'on a le casque sur le nez, là, et c'est vrai que ça pèse sur les joues, etc. Mais sinon, c'est très agréable de pouvoir... et puis là, moi, je parle de la personne qui est à des milliers et des milliers de kilomètres de vous, de se retrouver. Ouais. Le parallèle que tu as fait, François, avec ce qu'on a fait à Vivatech le mois dernier, c'est exactement ça. Là, on a l'impression de se retrouver les 3 dans un même lieu. Il est virtuel, soit, mais on est quand même les 3 réunis comme ça. Non, mais ça apporte une chaleur, une promiscuité, une complicité qui est très sympa. Vraiment, ça c'est cool. Bon, mais je pense qu'elle n'est pas que quand tu regardes et que tu es extérieur, ça n'apporte pas le même. Ça c'est autre chose, tout à fait. Même chose, en fait. Bref, on fait des réunions de production comme ça, mais on trouve un autre moyen pour faire le podcast.
Bon, on verra les retours des uns et des autres. Si c'est un succès international, on se retrouvera là le mois prochain. Sinon, on changera. Non, pas le mois prochain. Après quoi, c'est la France, le Québec. On verra. Bon, je vous donne rendez-vous quand même pour le mois prochain. On sera fin juillet. On trouvera le moment sur la plage. Voilà. Après, je vous libère au mois d'août. On fera relâche au mois d'août en revanche. Ah ouais. Ok. Ouais. Ah bah ouais, tu sais, nous, le mois d'août, c'est sacré, France, Bruno, en France. Hein. Tout s'arrête. Ok. Bon. Salut les amis, merci à vous qui nous écoutez de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. Abonnez-vous au podcast Monde Numérique si ce n'est pas déjà fait. Laissez un avis sur la plateforme de podcast de votre choix. Laissez surtout les petites étoiles et puis les likes, tout ça, enfin machin, tout ce qui fait que ça parle comme un YouTuber maintenant, t'as vu la notoriété de ce programme. Ah ouais, mais maintenant j'ai pas la petite barre en dessous, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, tu sais, le pouce bleu et tout ça. Ouais, mais je l'ai pas dit en début d'émission, tu vois, j'épargne aussi. Bon, allez. Bon, bah en tout cas, on va couper. J'espère que ça a bien enregistré. Hein. Ciao. Salut. Le grand débrief de Monde Numérique vous était présenté en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises.